Nous sommes tous endettés. Vous, moi, les entreprises, les États. Aujourd'hui, la grande machine de l'économie est motorisée par la dette. Nous vivons à crédit. Nos maisons, nos voitures, nos écoles, les dépenses des États sont financées par des emprunts. La dette est devenue le véritable carburant de l'économie et le moteur de la croissance mondiale. Nous sommes tous pris dans l'engrenage d'une machine économique qui fabrique jour après jour toujours plus de dettes. Et cette machine s'est emballée. Elle est devenue incontrôlable. Et la dette publique, la dette des États, explose. La zone euro a beaucoup plus de mal que les autres pays à sortir de cette crise de dette. Pourquoi? Et quelles sont les solutions? Oui, c'est une machine dette. Quand vous êtes dedans, c'est très difficile d'en sortir. La dette fait vraiment système, c'est-à-dire qu'on sent que nous sommes coupables d'être endettés. Et si on reprenait tout à zéro? Si on créait un système de dette qui soit viable, qui ne nous détruise pas comme la machine dette actuelle? De manière générale, on ne peut pas dire qu'une dette publique, ce soit un problème. Tous les pays sont endettés et de toute façon, comme on a de la croissance économique, c'est-à-dire de la création de richesses supplémentaires chaque année, on peut se permettre de s'endetter. C'est plutôt sain. Le vrai problème, c'est quand votre dette s'emballe toute seule. C'est-à-dire quand vous avez atteint un tel niveau que vous ne maîtrisez pas la dynamique et l'augmentation de cette dette d'année en année. À partir d'un certain niveau d'endettement, l'État est pris dans une spirale. Pour rembourser sa dette et ses intérêts, l'État n'a pas d'autre choix que d'emprunter chaque année toujours plus. La plupart des pays de la zone euro sont dans cette situation aujourd'hui. Ils empruntent massivement sur les marchés financiers et auprès de grandes banques privées qui se disputent âprement cette clientèle. Les banques adorent prêter aux États. Pourquoi? Parce que derrière les États, il y a des millions de contribuables. Et ce n'est pas comme des acheteurs ou des consommateurs. Ces contribuables sont toujours là. Et il en est de nouveaux chaque jour qui vont payer des impôts pendant 150 ans. Sauf si le pays fait faillite. Alors pourquoi ne pas leur prêter puisque vous êtes sûr d'être remboursé? Car un pays ne fait pas faillite, normalement. Et donc, vous pourrez toujours en tirer profit. C'est un prêt sans risque. Alors qu'une entreprise qui veut innover et qui a décidé de produire, disons, des moteurs à vapeur, c'est beaucoup plus risqué. Pourquoi investir là-dedans? Pourquoi ne pas prêter plutôt aux États espagnols, italiens ou portugais? Puisque je sais que derrière eux, il y a les contribuables allemands, français, qui garantissent cette dette. C'est donc sans risque pour moi. En Europe, l'endettement des États donne le vertige. 500 milliards, 1000 milliards, 2000 milliards d'euros. Mais ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose si on ne les compare pas à la richesse du pays, le PIB. La dette d'un pays se mesure en pourcentage de ce PIB. Ici, la dette représente 50%, et là, 100% du PIB. Au moment du traité de Maastricht, en 1992, les experts européens décident, pour que la dette ne s'emballe pas, qu'elle ne doit pas dépasser 60% du PIB. Mais ces seuils critiques ont été largement dépassés par la plupart des pays européens.
C'est une situation catastrophique parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus la possibilité de faire ce que vous voulez en matière de politique budgétaire. C'est-à-dire, imaginons que vous ayez besoin de plus de dépenses publiques pour, je ne sais pas, financer les hôpitaux ou financer les professeurs. Eh bien, vous n'avez plus la possibilité de le faire parce que votre dette augmente non plus en fonction de vos décisions politiques, mais en fonction, en fait, de la dynamique financière que vous avez créée vous-même. Quand la dette dépasse un certain niveau, les impôts servent alors surtout à payer les intérêts de la dette, au lieu de financer les dépenses de l'État. Comment rembourser cette dette? Comment sortir de cette spirale? Est-ce qu'il faut toujours rembourser une dette? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, vous devez rembourser votre dette si vous avez besoin de demander encore plus d'argent aux gens qui vous ont prêté. C'est ça la règle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas rembourser vos dettes. Si on prend les exemples français avant la Révolution française, les dettes contractées par les rois de France n'ont jamais été remboursées. On a toujours spolié ceux qui prêtaient. Il se trouve que le pouvoir politique de l'époque faisait que les gens qui prêtaient n'avaient pas trop le choix et sinon se retrouvaient en prison s'ils refusaient de continuer à prêter. La dette a toujours existé. Elle date du début de l'histoire de la civilisation. Elle a même précédé l'invention de la monnaie. Les premières écritures retrouvées en Mésopotamie sont en fait des dettes et des crédits, des calculs de ce que chacun doit et à qui. Le système de crédit existait donc déjà, alors que la monnaie n'existait pas encore. Sur de petites tablettes d'argile, il y a environ 5000 ans, les habitants de Sumer, en Mésopotamie, inscrivaient les dettes des marchands en caractères cunéiformes. Les gens écrivaient des chiffres sur les tablettes comme s'ils tenaient des comptes. Par exemple, ils inscrivaient une dette sur une tablette. Ils la scellaient à une autre tablette qui ne pouvait être cassée que si la personne remboursait sa dette. Cela s'appelait bullet. Et apparemment, elle pouvait circuler. Il était possible de donner une bullet à une personne, cela signifiait « je te dois », qui la donnait à quelqu'un d'autre. C'était comme de la monnaie. C'était en fait la première forme de circulation de monnaie que l'on connaisse, même s'il s'agissait d'une forme de dette. Si la dette privée a toujours existé, la dette publique, la dette d'État, est née en Italie dans les grandes cités marchandes à la fin du Moyen-Âge. Florence, Gênes, Venise passent leur temps à se faire la guerre, ce qui leur coûte très cher. Pour financer ces guerres, les souverains empruntent auprès de grandes familles patriciennes. Les premiers titres de dette publique s'échangent en produisant des intérêts. Ces grandes familles de créanciers vont fonder les premières banques italiennes. Ces banquiers se mettent à prêter beaucoup d'argent aux monarques européens engagés dans des guerres sans fin. Ils seront la plupart du temps ruinés par ces souverains belliqueux. Un procédé expéditif pour se débarrasser de la dette et qui va être utilisé pendant des siècles. À cette époque, les États avaient le pouvoir sur leurs créanciers. Ce n'est que bien plus tard que ce rapport de force va s'inverser. Après la Seconde Guerre mondiale, tout est à reconstruire. Grâce au plan Marshall et à la création massive de monnaie, les pays industrialisés vont connaître une croissance exceptionnelle. C'est la période faste, dite des 30 glorieuses. Les affaires marchent, l'industrie tourne à plein régime et la consommation se développe de façon spectaculaire. Trouverez dans ces rayons les plus variés ce dont un jour vous avez tellement rêvé les parisiennes du monde
de trouver. La Samar les appelle, la Samaritaine. C'est ridicule de parler des 30 Glorieuses. Il y a eu les 30 Glorieuses parce que tout était par terre, parce qu'on reconstruisait. Donc c'était effectivement l'immobilier, plus l'automobile, plus l'accès aux biens de consommation américains, genre machines à laver, frigo, etc. On fait que pendant 30 ans, il y a eu un phénomène de reconstruction et de rattrapage du niveau de vie phénoménal. Une bonne guerre, si vous détruisez la moitié de Paris, vous allez avoir un phénomène de croissance extraordinaire. En termes de PIB, vous allez mesurer le PIB et effectivement, vous allez voir que le PIB va être d'une croissance considérable. À la fin des 30 Glorieuses, au début des années 70, grâce à la croissance et l'inflation, la courbe des dettes publiques des pays européens est au plus bas. Mais la machine économique va être perturbée par deux événements majeurs. Premier choc. Le 15 août 1971, Richard Nixon, président des États-Unis, dont les coffres ont été vidés de leurs réserves d'or par la guerre du Vietnam, fait une annonce fracassante qui va bouleverser l'économie mondiale. To defend the dollar against the speculators, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Mais cette mesure n'a rien de temporaire. Le président américain coupe définitivement le lien de parité entre le dollar et l'or. La valeur du dollar devient alors flottante, tout comme celle des monnaies du monde entier. Toutes les monnaies qui étaient liées soit au dollar américain en 1971, soit à la livre britannique, deviennent des devises qui ne sont plus adossées à rien. Elles tiennent grâce à la confiance que les gens peuvent avoir en elles. Cet abandon de l'étalon dollar ouvre la voie à une spéculation boursière importante sur les monnaies. La libre circulation des capitaux sur les marchés internationaux s'intensifie. C'est le début d'une période de grande instabilité financière. Deux ans plus tard, en 1973, un autre événement majeur, le premier choc pétrolier. En un an, le prix du baril explose. Il passe de 2 à 6 dollars. On passe d'un monde de certitude économique à un monde d'incertitude. Le prix du pétrole entre 1945 et 1970, c'est plat. Donc on a une prévisibilité absolue. On peut faire des modèles économétriques, on sait exactement combien va être le prix. C'est à peu près la même chose pour les monnaies. Là, on rentre dans un monde totalement différent, où non seulement les prix du pétrole bougent comme un bruit blanc, donc imprévisible, exactement la même chose pour les taux de change. La flambée des prix du pétrole va peser lourdement sur l'économie mondiale. Elle met un coup de frein à la croissance. Les coûts de production augmentent, les prix augmentent et l'inflation explose. Cette inflation a un inconvénient majeur. Elle appauvrit les épargnants et les investisseurs puisque leur argent se déprécie. Pour les gouvernements, l'inflation devient donc le nouvel ennemi à combattre à tout prix. L'objectif principal de la politique du nouveau gouvernement sera de combattre l'inflation et de maintenir la stabilité de notre monnaie. La hausse des prix en France est actuellement de l'ordre de 9,5% par an. C'est beaucoup plus qu'aux États-Unis, 6,2%, qu'au Japon, 8,8%, et surtout qu'en Allemagne, notre principal partenaire commercial, 5%. Un pays qui ne saurait pas arrêter la valse des étiquettes est vite considéré comme un pays malade. À partir du moment où vous rentrez dans un monde où l'inflation
est beaucoup plus faible, ça a tendance à défavoriser les investissements et à favoriser les placements financiers. Il faut voir l'économie comme une lutte, si vous voulez, à la classique, on va dire, entre les salariés et les patrons. Ça, c'est la vieille histoire classique, qui existe encore, bien sûr. Et il faut la voir aussi comme une grande bagarre entre créditeurs et débiteurs, ou financiers et producteurs. Ça, c'est la grande bagarre qu'on ne voit pas et qui est derrière tous les choix en matière d'inflation, en matière de monnaie forte, etc. C'est ce qu'on peut appeler la dictature des créanciers. Ce n'est plus les débiteurs qui font la loi, comme dans les 30 Glorieuses, où c'était les entrepreneurs et les consommateurs qui faisaient la loi. Ce sont maintenant les créanciers qui font la loi. Et c'est une économie tout à fait différente. Parce que les créanciers, ils ont besoin d'une économie qui est perpétuellement endettée, et ils ont besoin d'une économie où la monnaie est très forte. Donc c'est ces deux choses-là, ils n'ont surtout pas d'inflation, parce que leur capital se dévalorise, et surtout que la dette continue, puisqu'on continue à rembourser la dette. Donc on passe d'un monde à dominante industrielle, où les investissements productifs sont privilégiés, à un monde où la finance joue un rôle beaucoup plus central. Alors, du point de vue de la dette publique, ça a un impact considérable, parce que tous les pays qui commençaient à être endettés vont avoir plus de difficultés à gérer leurs dettes. C'est parce que les dettes sont devenues trop importantes dans les années 70 que les banques centrales vont arrêter de prêter aux États. Le crédit s'est emballé pour tout le monde, pour les ménages, pour les entreprises, mais aussi pour les États qui demandent toujours plus. Et les banques centrales, qui au départ avaient deux missions, à la fois prêter aux États, mais aussi et surtout d'une certaine façon assurer la crédibilité de la monnaie, ne vont plus pouvoir faire les deux missions à la fois. Si elles continuaient à prêter aux États dans l'ampleur des dettes que les États sont en train d'accumuler, eh bien leur deuxième mission, celle qui est d'assurer la crédibilité de la monnaie, la stabilité de la monnaie, serait ravagée. Et donc, on va couper le cordon et on va dire, les banques centrales, ça assure la stabilité de la monnaie, la crédibilité, et c'est le marché qui va financer les États du fait de l'ampleur des dettes accumulées. À partir des années 80, les pays industrialisés se mettent à emprunter massivement sur le marché international et leur dette publique ne va cesser d'augmenter. Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis arrivent au pouvoir. C'est l'avènement du néolibéralisme, une doctrine économique qui se propage à travers toute l'Europe. Partout on baisse les impôts, on privatise les biens publics. Ce seront les années fric. Les places boursières se développent, Wall Street à New York, la City à Londres. Des deux côtés de l'Atlantique, les gouvernements déréglementent le crédit bancaire. Des flux de capitaux s'échangent sans frein sur les marchés du monde entier. La machine dette se met en place. Tout le monde s'endette, les États, les entreprises et les particuliers. Le système économique devient une machine à fabriquer de la dette. Et les banques s'enrichissent grâce aux intérêts payés par les emprunteurs. Le crédit devient le carburant principal de la croissance. Mais comment fonctionne le crédit? Les banques n'ont en fait qu'une partie de l'argent qu'elles prêtent. L'argent est créé par les banques privées sur une simple demande de crédit et une promesse de remboursement. Cette somme est effacée dès que le crédit est remboursé. C'est énorme, vous savez. La manière dont nous avons toujours créé de l'argent est une chose formidable. Un système financier qui peut créer du crédit comme cela, c'est merveilleux. Parce que vous pouvez générer de l'argent en cas de crise, vous pouvez renflouer AIG, investir dans la transition écologique, financer une guerre. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Le public n'a pas compris cela. Les gens pensent que l'argent arrive parce que je travaille dur. Vous savez, creuser le sol, travailler dur, et à la fin du mois, je reçois un salaire.
Puis les gens se sont dit « Waouh, l'argent ne vient pas des impôts. L'argent ne vient pas du fait que j'ai travaillé dur, gagné de l'argent et fait du profit. Il est créé à partir de rien. » Et c'est comme ça dans mon pays depuis 1694 lorsqu'on a fondé la Banque d'Angleterre, et aussi ailleurs, à Florence, en Hollande, partout où le système bancaire s'est développé. Les banques créent de l'argent à partir de rien. Les gens n'avaient jamais compris cela avant, et maintenant ils commencent à voir à quel point c'est facile. Et aussi que nous leur avons donné un pouvoir colossal. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, qui est créé par les banques tous les jours, en fait, ça devrait être un bien public. Or, c'est devenu un bien privé. L'argent, c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est ce qui nous permet de vivre, hein, l'argent. Et bon, comme l'eau, comme l'air, qui devraient être des biens publics. Le jour où l'air est privatisé, vous allez être très malheureuse. Hein, il va falloir que vous mettiez des pièces de 1 euro pour avoir votre litre d'air. L'argent qui était devenu un bien public, c'est-à-dire que c'était l'État qui gérait la création monétaire, est redevenu un bien privé, c'est-à-dire créé par les banques, c'était créé par des puissances autonomes, de grandes puissances autonomes, dans les années 70. Et après, ça n'a fait que s'amplifier. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire que la création de ce qui vous permet de vivre est soumis à des intérêts privés. Et donc, des gens vont faire du profit sur ce qui, normalement, devrait vous permettre uniquement de faire des transactions. Et le fait que l'argent ait été privatisé, d'abord, ça donne des privilèges exorbitants aux banques. Ils peuvent créer à l'infini de l'argent. Et ça leur donne une tutelle sur l'économie qu'elles n'avaient pas, puisque c'était plutôt les producteurs qui avaient la tutelle de l'économie. Et maintenant, ce sont les financiers qui ont la tutelle de l'économie. Les banques centrales produisent 5% du crédit dans le monde. Les banques privées produisent, créent, à partir de rien, 95% du crédit dans le monde, sans aucune régulation. Et Keynes affirmait en 1930, « On doit réguler ce système. Il risque de produire d'énormes bulles de dette. Il peut exploser. On doit le contrôler. » Suite à la crise de 29, le grand économiste anglais John Maynard Keynes mettait déjà en garde les politiques. Il faut contrôler la machine à fabriquer du crédit, pour qu'elle ne tourne pas seulement au profit de la spéculation, mais bien au profit de toute la société. Tant qu'on contrôlait le système financier entre 1945 et 1971, il n'y a pas eu une seule crise financière dans le monde. Mais en 1971, les banquiers ont dit « Non, 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 on n'a pas besoin de contrôle. Le marché va nous discipliner, etc. » Et on a commencé à supprimer les règles. Et les crises ont commencé, l'une après l'autre, dans les pays périphériques d'abord, puis au cœur du système. C'est à partir des années 80 que les pouvoirs politiques ont perdu la main sur leurs dettes. À force de déréguler, de libéraliser, ces gouvernements sont devenus tributaires des marchés financiers, désormais incontournables. En 1999, on assiste à l'avènement de l'euro et à la création de la Banque centrale européenne qui veillera au maintien de sa stabilité. À ce moment-là, la croissance mondiale est forte. La courbe des dettes publiques s'inverse légèrement. L'Europe respire. Les marchés financiers, plutôt confiants, prêtent alors généreusement aux États. Et les plus faibles, économiquement, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal, ont soudain accès à des prêts à des taux d'intérêt très bas, proches des taux accordés à l'Allemagne. Cette manne financière à bas prix booste l'économie. Tout va bien. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, une bulle immobilière grossit.
et la crise de subprime éclate. Des milliers de propriétaires sont expulsés de chez eux. Ils ont accepté des offres de prêts immobiliers à des taux qui ont explosé et sont aujourd'hui incapables de rembourser ces prêts. De nombreux établissements bancaires sont menacés. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, le fleuron des banques d'affaires américaines, s'effondre. La crise de Lehman Brothers, c'est plus qu'un phénomène spéculatif. C'est un phénomène spéculatif, mais c'est une chaîne de Ponzi. C'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant la chute de Lehman Brothers, c'est qu'il fallait qu'il y ait de plus en plus de pigeons qui entrent sur le marché pour que le système continue à croître. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pouvait rembourser les dettes que parce qu'il y avait de plus en plus de créanciers qui rentraient sur le marché, jusqu'à ce qu'on ait raclé les fonds et que les derniers créanciers soient rentrés. Les derniers créanciers, c'était ceux qui ne pouvaient pas payer. C'était les subprimes, c'est-à-dire c'était les Noirs de Louisiane qui n'avaient pas un rond pour rembourser leur maison, mais on leur avait dit, comme la valeur de ta maison va augmenter, tu vas pouvoir potentiellement la revendre et rembourser, ce qui ne s'est pas passé. Donc à partir de ce moment-là, la chaîne de Ponzi s'écroule, et c'est comme un château de cartes, ça a été la faillite de celui qui garantissait soi-disant toute cette chaîne, c'est-à-dire Lehman Brothers. Après la chute de Lehman Brothers, les banques européennes qui étaient très liées aux banques américaines risquent à leur tour de faire faillite. Les gouvernements les sauvent de justesse pour éviter un écroulement de l'ensemble du système. Donc on est dans ce cercle vicieux où on a un soutien d'État qui permet aux banques de grandir toujours plus, de développer des activités qui les rendent toujours plus fragiles, et puisqu'elles sont fragiles, il faut les soutenir encore plus. Donc plus je suis fragile, plus il faut me soutenir, plus vous me soutenez, plus je grandis, plus je rends le système fragile. Il faut arrêter ce système. En Espagne, en Irlande, après l'avènement de l'euro, grâce aux crédits accordés par les banques privées allemandes, françaises, anglaises, les promoteurs ont investi massivement dans l'immobilier. Les gouvernements irlandais de l'époque, les gouvernements espagnols de l'époque, ne pouvaient pas ne pas voir que ce qui se développait était une bulle. Mais évidemment, personne n'a envie d'arrêter la musique tant que tout le monde danse. Et comme c'était bon pour la croissance, comme c'était bon pour l'activité économique, on ne se posait pas trop la question de savoir si les 15 aéroports qu'on a construits en Espagne un jour rapporteraient de l'argent. On a bétonné toute la côte méditerranéenne de l'Espagne, on a construit des aéroports partout. En Irlande, on a construit des logements bien au-delà des besoins. On a spéculé, on a fait de Dublin une capitale presque aussi chère que New York. Rendez-vous compte, dans une petite île comme l'Irlande. Cette bulle a éclaté, ce qui s'est traduit par des pertes colossales pour les banques et les sociétés immobilières qui avaient investi. Et les États n'ont eu d'autre choix, ou en tout cas ont fait le choix, de se porter au secours de leur secteur financier. Et donc du jour au lendemain, lorsque le gouvernement irlandais dit « je m'engage à garantir intégralement toutes les pertes subies par mes grandes banques », eh bien, alors évidemment, ce qu'on fait, c'est transférer une dette publique, une dette privée irrécouvrable dans les livres du gouvernement, c'est-à-dire on en fait de la dette publique. À partir du moment où vous rentrez dans la cour des grands, dans la cour des grandes banques systémiques, comme on dit, c'est-à-dire les banques dont on peut penser que personne ne les laissera tomber parce que si elles s'effondrent, elles entraînent dans leur sillage l'effondrement de l'économie. Lorsque vous faites partie de ce club-là, vous vous trouvez dans une position extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il vous est possible de faire les paris les plus fous, les paris financiers les plus fous, de prêter à n'importe qui du moment que ça rapporte, parce que vous savez que tant que ça rapporte, ça vous rapporte. Et lorsque ça ne rapporte plus ou que ça coûte, c'est-à-dire lorsque vous commencez à faire des pertes, l'État sera là. Donc c'est un casino extraordinaire, parce que pile je gagne, face le contribuable paye. C'est formidable. Dans l'ancien régime, si je puis dire, dans l'ancien régime ancien,
Le danger, c'est l'État. Quand il ne paye pas et qu'il met en danger les banques. Parce que quand l'État cesse de payer ses créances, ses dettes, il met en péril les banquiers qui lui ont prêté. Aujourd'hui, on est dans un modèle complètement différent. Ce sont les défauts des banques qui menacent les États. Il a fallu les secourir et tout le monde a peur qu'il y ait des défauts bancaires qui mettent les États en péril, à moins de laisser tomber les banques, comme on l'aurait fait autrefois. Le problème qui se pose, c'est que les banques, maintenant, ne sont plus des banquiers financiers individualisés. Ce n'est même pas une couche de clients, de financiers riches, c'est tout le monde. Autrement dit, les banques sont devenues une sorte de service public, et mettre en péril les banques, c'est mettre en péril ce que les déposants, vous et moi, nos salaires même, ont pu être versés sur des comptes. Donc ça devient beaucoup plus périlleux. Là, il y a une grosse difficulté, c'est effectivement la nouvelle fonction, la nouvelle place des banques par rapport au circuit économique. Si les États sont obligés de renflouer les banques, c'est parce qu'aujourd'hui elles ne peuvent plus faire faillite, puisque les banques, c'est nous. Ce sont les comptes de millions de citoyens. Nous sommes pris dans la machine. La crise économique et le renflouement des banques par les États aboutissent à une augmentation spectaculaire des dettes publiques en Europe. Et la machine dette s'emballe. Le premier pays à annoncer une faillite sera la Grèce en novembre 2009. À peine élu, le Premier ministre Georges Papandréou révèle alors les vrais chiffres qui avaient été cachés jusque-là par les gouvernements précédents. La dette publique grecque atteint les 129% du PIB, bien au-dessus du seuil de 60% fixé par Maastricht. Il demande l'aide de l'Europe. C'est une nécessité nationale et urgente de demander officiellement à nos partenaires européens l'activation du mécanisme de soutien que nous avons créé ensemble. Cette annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'espace européen. La zone euro est remise en question. Nous pensons aussi à l'avenir car l'Europe est notre propre avenir. C'est pour cela que Wolfgang Schäuble n'a pas fait des propositions pour la Grèce, mais pour qu'à l'avenir, nous ayons un traité avec lequel on aurait la possibilité, en dernier ressort, de même exclure un pays de la zone euro s'il ne remplit pas à long terme, encore et encore, les bonnes conditions. Sinon, on ne peut pas travailler ensemble. L'Europe va-t-elle respecter les accords de Maastricht, qui interdisent à la Banque centrale européenne de renflouer les pays endettés? Les instances européennes tergiversent. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une décision commune. La valeur de la dette grecque s'effondre. L'Europe va-t-elle se porter garante de la Grèce? Nous connaissons tous les chiffres et nous savons tous quelles décisions importantes et courageuses doivent être prises. Là, il y a un principe. Quant aux modalités, nous nous réservons de voir les évolutions pour les calibrer. Et c'est cette stratégie que les marchés, les opérateurs et les différents intervenants doivent comprendre. L'Europe hésite. Doit-elle restructurer? Annuler une partie de la dette grecque? Ou bien aider la Grèce à rembourser ses créanciers? Il y avait une réelle inquiétude. Si la dette de la Grèce était restructurée, les marchés risquaient de se retirer d'Espagne, d'Italie, de la belle France. Une catastrophe que l'Europe voulait éviter à tout prix. Donc on a décidé qu'il valait mieux donner à la Grèce
l'argent nécessaire pour rembourser ses dettes, plutôt que de laisser les marchés craindre qu'elles ne payent pas et que ce comportement soit contagieux et gagne d'autres pays. 6 mois après le début de la crise, l'Europe se décide enfin à prêter à la Grèce de quoi rembourser ses créanciers. La dette de la Grèce n'est ni effacée, ni réaménagée. Ce n'est pas de l'argent donné, sans contrepartie. C'est un prêt que la Grèce remboursera quand le pays ira mieux. C'est pourquoi le programme doit être viable. Ces plans d'aide à la Grèce, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des États européens qui se substituent à des créanciers privés pour assurer le financement de la dette grecque. Pas un seul euro de dette n'est effacé à ce moment-là. Ce qui change, c'est l'identité des créanciers. L'argent dû aux créanciers en 2010 est maintenant dû au FMI et à l'Union européenne. Si vous pouvez résoudre une crise de dette simplement en changeant l'identité des créanciers, alors oui, la crise est finie. Ces premières mesures ne suffisent pas. Une partie de la dette de la Grèce est finalement effacée 2 ans plus tard et un nouveau prêt européen lui est accordé. Les hésitations de l'Europe pour venir en aide à la Grèce déclenchent une vague de spéculation. Les taux d'intérêt grimpent en flèche dans les pays du sud de l'Europe. Leur dette explose. Quand on a, en mai 2010, découvert la situation dramatique de la dette grecque, grosso modo, on n'avait pas les vrais chiffres, et ça c'est la responsabilité de la Grèce, à n'en pas douter, depuis des années, mais on était en face d'une problématique simple, c'est que la Grèce ne trouvait plus de financeurs du fait de l'ampleur de ses déficits et sa dette. À ce moment-là, si on avait réagi en bloc uni, en bloc européen, c'est-à-dire j'aurais dit, écoutez, la Grèce, ça fait partie de l'Europe, de la zone euro, on va éponger, on veut personne qui se mêle de nos affaires, on aurait clos le problème, il n'y aurait pas eu de crise de l'Europe. Il se trouve que cette union politique n'a pas eu lieu. Qu'en mai 2010, les pays européens ont décidé de disloquer la zone euro, ou de laisser la zone euro être disloquée par les marchés financiers et les attaques financières. Et depuis lors, on pagaie à contre-courant, mais on a beaucoup de mal à remonter le torrent, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a coulé beaucoup d'eau depuis mai 2010. La Grèce vit et se vit comme une expérience. Et les Grecs se vivent comme des rats de laboratoire. La profondeur de la crise est beaucoup plus importante que le fameux krach de 1929. Donc c'est vraiment quelque chose d'inconnu. En revanche, la politique qui lui est appliquée est une politique qui n'apporte pas de résultats et qui creuse la récession, qui creuse les déficits, qui augmente la dette, qui fait baisser le PNB et qui fait perdre aux gens tout repère. Être en dette, ce n'est pas seulement devoir de l'argent, c'est être en faute. Il y a la dette financière, mais il y a aussi une dette morale qui pèse tout aussi lourd sur les habitants des pays endettés. Dette et culpabilité, la double peine. Au début de la crise, je pense qu'on a été un peu pris dans le piège. Parce qu'il y a eu toute une propagande, comme quoi l'État grec est un État corrompu, comme quoi les Grecs ne travaillent pas, qu'on gaspillait, que l'État aussi, il était très gaspilleur, que les Grecs aussi, ils vivaient au-dessus de leurs moyens. On s'est senti coupable. Et les mesures, le programme, au début, il passait comme une sorte de punition. Et je pense qu'au début, on a accepté cette punition parce que ça répondait à un sentiment de culpabilité qu'on avait.
Le poids de cette dette engendre une culpabilité collective qui pénètre dans les consciences et nous atteint chacun individuellement. Chaque citoyen européen en a une perception différente selon son éducation et sa culture. On prend le crédit très au sérieux en Europe du Nord. C'est même une question morale. Le mot dette en Allemagne désigne aussi la faute morale. Et cela explique pourquoi la question du crédit est perçue de façon différente chez nous, dans les pays du Nord. Cette dette perpétuelle maintient un système de culpabilité, c'est-à-dire qu'on est maintenu dans le fait qu'on doit payer, qu'on doit rembourser, qu'on est là pour travailler plus, pour payer plus et pour rembourser plus. Et le fait que la dette soit maintenue et soit perpétuelle est une manière de maintenir les gens dans le devoir. Donc on se sent coupable. Effectivement, c'est une forme de, on va dire, le mot est peut-être un peu lourd, mais d'esclavage moderne, de même que autrefois le débiteur était vendu comme esclave chez les Romains, et aujourd'hui, et sa femme aussi, et aujourd'hui on est dans un système où je vends ma force de travail perpétuellement pour rembourser la dette. Donc c'est vraiment un système qui ressemble bien à un système pas du tout démocratique, mais d'autorité, de tutelle morale très très forte qui culpabilise les gens. Et les gens sont coupables finalement d'avoir trop bien vécu, d'avoir été heureux, quoi, en quelque sorte. Oui. Et maintenant, il faut payer. Il faut payer. Hein, la cigale. On a contracté un emprunt dans les moments difficiles pour stimuler l'économie et la demande. Mais on n'a pas épargné en période de prospérité. On a continué à emprunter, si bien que la dette a augmenté encore et encore. Ce n'était pas un système qui permettait de contrôler le crédit. Mais grosso modo, ça fonctionnait. En réalité, c'était un système déséquilibré. On dépensait dans les moments difficiles, mais on n'épargnait pas en période de prospérité. Juste parce que je vis en Grèce, je serais coupable? Je serais un pécheur? Parce que les politiciens ont mal agi? Et donc je devrais accepter que des vies soient détruites, que ceux qui ont faim fouillent dans les poubelles, que ceux qui ont le cancer n'aient pas accès aux soins. Il faut refuser cette logique et accuser les coupables plutôt que de tenir la collectivité pour responsable des actes commis par quelques-uns. La dette n'est jamais morale. Ça signifie deux choses. La première, c'est que ce n'est qu'un contrat et que voilà, vous faites face à vos contrats, à votre contrat, à vos engagements ou pas. Mais ça signifie aussi qu'il n'y a aucune espèce de mauvaise conscience à avoir vis-à-vis de l'endettement. Ce n'est pas un péché de s'endetter. Et il est très regrettable que certaines cultures ou certaines approches politiques veuillent assimiler l'endettement à quelque chose de moral, de bien ou de mal. Ce n'est qu'un contrat économique et cela ne doit perturber aucune conscience. Pour résoudre la crise de dette de la Grèce, l'Europe lui accorde une aide financière. En contrepartie, elle lui impose une politique d'austérité draconienne. Le pays est mis sous tutelle et perd une partie de sa souveraineté. Il est sous surveillance de la Troïka, un groupe de 3 personnes déléguées par la Commission européenne, la Banque centrale et le FMI. Les gens qui sont là, la Troïka, sous prétexte valeureux, honnête, glorieux, de dire l'État grec dysfonctionne, l'administration grecque dysfonctionne, on veut qu'elle fonctionne bien pour que les impôts rentrent et que ce pays fonctionne. En fait, ce n'est pas du tout sa préoccupation. Sa préoccupation est c'est que les créanciers de ce pays, qui ne sont pas des investisseurs, mais des créanciers qui ont forcé la Grèce à emprunter pendant des années, alors que l'économie était fragile, eh bien, que ces créanciers soient remboursés. C'est ça leur seule préoccupation. Mais ce que absolument personne, ou pratiquement personne, ne se préoccupe, c'est des conséquences sur la société grecque. Un exemple. Ça fait 3 ans que les Grecs ne se chauffent plus. 3 ans.
3 ans que les écoles ne sont plus chauffées. Mon fils, il a passé son bac avec une mitaine, avec un bonnet, une écharpe et un anorak du mois de novembre au mois de mars. Il faut encore rappeler que les salaires et retraites grecques ont baissé entre 35 et 60%. Et c'est juste intenable. Pigs. Portugal, Irlande, Grèce, Espagne. Les ports. C'est ainsi que les habitants de ces pays se sentent considérés par le reste de l'Europe. D'autres pays de la zone euro, également surendettés, sont contrôlés par la Troïka et soumis à des programmes d'austérité. Ici, en Espagne, la moitié des jeunes sont sans emploi et la dette publique est sur le point d'atteindre 100% du PIB. Cette dette est illégitime parce qu'elle n'a pas été créée pour le bénéfice du peuple. La dette n'est pas une défaillance du système, mais le produit du système lui-même. Son annulation aboutirait à une transformation politique, économique, sociale et culturelle. C'est un prétexte pour compresser les budgets de la santé et de l'éducation et nous plonger dans la misère. Ils nous disent toujours, il n'y a qu'une seule alternative, austérité, austérité, austérité. L'écho de ces protestations résonne jusqu'à Bruxelles. La Troïka est devenue la bête noire, à tel point que le Parlement européen organise une session extraordinaire sur son action. Les parlementaires nationaux interpellent les responsables européens. Je voudrais poser certaines questions et j'espère des réponses. Elles s'adressent à la Commission et au Conseil. Êtes-vous satisfait des résultats du programme que vous avez imposé à la Grèce, déclenchant une terrible récession, un chômage énorme et une crise humanitaire grave? Pourquoi avez-vous attendu 4 ans pour vous rendre compte que la Troïka en Grèce n'a pas de légitimité démocratique ni de contrôle démocratique? Pourquoi reportez-vous tous à plus tard, à une date ultérieure, la question de la dette? Je suis absolument certain que si les Grecs n'avaient pas mis en œuvre le programme d'ajustement, la situation en Grèce serait bien pire aujourd'hui. J'en suis persuadé. Nous sommes tout à fait conscients des sacrifices et des difficultés qu'a connues la Grèce. Mais je vous l'assure, si l'on envisageait que la Grèce ne soit plus dans la zone euro, ou plus dans l'Union européenne, elle devrait mettre en œuvre un programme tout à fait similaire. Alors, entendre dire que le programme de la Troïka a été couronné de succès, moi je dis non. Il n'y a pas de succès pour des populations qui se retrouvent dans la pauvreté, qui sont plus pauvres qu'elles n'étaient il y a des années. Le Parlement européen doit comprendre l'origine de ces déficits et ne doit pas gouverner contre l'intérêt des citoyens. Lorsqu'un pays ne peut plus se procurer de l'argent sur les marchés financiers, lorsque ses activités en matière de formation, de santé, de sécurité sociale ne peuvent plus être garanties, lorsqu'il n'a plus de crédit pour la croissance, pour l'emploi, pour l'investissement, que faire? On a besoin d'un mécanisme, quel qu'il soit, de façon à assurer la continuité de ces activités. On a vraiment franchi tous les records historiques. En 3 ans, on a triplé le chômage. On a augmenté la pauvreté jusqu'à un niveau vraiment étonnant dans certains pays. L'émigration des jeunes est massive, dans le cas de l'Irlande comme dans le cas de l'Espagne. Nous perdons une génération complète. Des hôpitaux ont fermé. On a vraiment manqué les objectifs de l'Europe 2020. Sans solidarité vis-à-vis de la périphérie de l'Europe, l'Europe ne sauvera pas sa monnaie. L'Europe ne sauvera pas sa devise, ni son économie, ni sa société. Elle perdra tout simplement de vue son projet. Merci.
Comment ces programmes ont-ils vu le jour? Tous ceux qui sont concernés se sont mis d'accord. Pour autant que je sache, les parlements grecs, portugais, espagnols, irlandais ont voté ces programmes. Je ne vois pas où est le manque de légitimité démocratique. Nous devons plutôt nous demander si ces programmes ont été couronnés de succès. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que ces programmes ont atteint les objectifs que nous avons imaginés? Là, on peut émettre des doutes. C'est de ça qu'on doit discuter. Et c'est précisément le rôle des parlements nationaux et européens. Et je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Il faut juste arrêter de prétendre qu'il y a des pouvoirs obscurs qui nous empêchent de remplir notre rôle de parlementaire et de mener ce débat. Als Parlamentarier in dieser Auseinandersetzung wahrzunehmen. L'Europe déçoit. Les programmes d'austérité ont été mal menés et mal expliqués. L'Europe apparaît comme un monstre malfaisant qui menace les peuples en difficulté. On assiste dans toute l'Europe à la montée des partis nationalistes. Les partis anti-finance et eurosceptiques gagnent du terrain. La nouvelle aube dorée de l'hellénisme se lève. L'heure est venue pour ceux qui trahissent leur patrie d'avoir peur. Nous arrivons. Il faut libérer l'Europe du monstre de Bruxelles. Nous voulons être maîtres chez nous. Nous allons assister à une réaction contre la finance libérale. Comme dans les années 20, ça va être affreux. C'est déjà affreux en Grèce, affreux en France. Il y a beaucoup de pays où les gens se disent « Si l'État ne s'occupe pas de mes intérêts, s'il ne s'arrange pas pour qu'il y ait du travail pour mes jeunes, alors il faut un homme fort pour le faire, pour assurer ma sécurité et la sécurité de l'emploi de mes enfants. Et je me fiche de quelle sorte d'homme fort il s'agit. S'il est fasciste, je m'en fiche. S'il assure ma stabilité et celle de ma famille, je voterai pour lui. Je crois que c'est ce qui va se passer. Et je ne crois pas que nos leaders perçoivent réellement la menace qui est en face de nous. La Commission européenne a imposé des politiques d'austérité à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, au Royaume-Uni, qui sont des politiques négatives, qui sont des politiques qui sont en train de tuer l'ensemble de la construction européenne, de la dynamique européenne et la réalité économique de ces pays. Ce qui est fait sur la Grèce est absurde, dangereux, littéralement insensé d'un point de vue économique et ne répond qu'à des réflexes idéologiques sans aucun résultat. Si vous tuez la richesse, si vous faites s'effondrer la richesse d'un pays, si la dette bouge très peu ou est très peu réduite en haut, en fait, vous alimentez la dynamique de la dette. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. La dette grecque continue d'exploser au fur et à mesure qu'on impose ces politiques d'austérité. Aujourd'hui, les mentalités changent. Les politiques d'austérité sont de plus en plus remises en question. Mais quelle solution reste-t-il à l'Europe pour résoudre cette crise? Sur quels mécanismes économiques? Sur quel rouage peut-on agir pour freiner cette machine dette? Il y a une solution douce, c'est l'inflation. Et c'est une solution qui a été souvent privilégiée parce que c'est beaucoup plus insidieux. Il suffit d'accroître la masse monétaire et de laisser monter les prix pour mécaniquement abaisser le taux d'endettement des États. Les États-Unis n'ont jamais remboursé leurs dettes. Jamais. Alors pourquoi ils ne remboursent pas leurs dettes? Tout simplement parce que le jour où on leur dit il faut que vous nous remboursiez ce qu'on vous a prêté, ils baissent le dollar. Il faut baisser le dollar. Et donc, ce que vous leur aviez prêté 100, ils vous disent je vous rembourse 50, mais c'est la même chose parce qu'entre-temps, le dollar a été baissé de moitié. Je caricature, mais c'est un petit peu comme ça que les Américains fonctionnent.
Il faudrait presque conseiller à la zone euro d'être un peu comme les Américains, c'est-à-dire d'utiliser le taux de change pour faire un peu, pour donner un peu de souplesse à la capacité de rembourser sa dette. C'est une solution qui a été effectivement utile, qu'on a retrouvée après la guerre de 14 ou après 1940, et qui a permis de résoudre pas mal de difficultés. Après la Seconde Guerre mondiale, les dettes de la France et de l'Allemagne étaient 2 à 3 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Mais la croissance et l'inflation vont littéralement absorber ces dettes. En France, en 1945, 1946, 47, 48, 4 années de suite, on a plus de 50% d'inflation en France. Donc 4 années de suite, les prix d'une année sur l'autre augmentent de 50%. 4 ans plus tard, ça veut dire que les prix ont été multipliés par 3, la dette publique ne représente plus rien du tout. Parce que la dette publique qui en 1945 représentait plus de 100% du PIB, donc encore plus qu'aujourd'hui, en 1950, elle est inférieure à 20% du PIB. Donc la dette publique a été détruite. Cette solution n'est pas totalement abandonnée, sauf qu'en Europe, elle n'est plus praticable à cause du système de l'euro qui interdit ce genre de dépréciation de la monnaie entre pays, puisque l'euro est la monnaie unique. En rejoignant la zone euro, un État abandonne le droit de battre monnaie, comme on disait de façon ancienne. Abandonner cet outil, c'est renoncer à un outil qui est potentiellement utile et surtout se ligoter les mains dans des situations où il serait nécessaire qu'elle ne soit pas ligotée. Dans le passé, l'inflation, l'utilisation de la planche à billets, a laissé des traces indélébiles dans les mémoires. Il faut remonter à 1923 pour comprendre qu'il y a eu un traumatisme chez les Allemands. C'est cette inflation hyper galopante, non contrôlée, où pour acheter son pain, il fallait emmener une brouette de billets. Et ça avait complètement désorganisé l'économie. Ils ne veulent absolument pas ça. Et en plus, ils ont ce culte, cette nostalgie d'une monnaie qui avait assuré leur prospérité, c'est-à-dire le mark. Pendant longtemps, ils se sont appuyés sur cette monnaie très forte pour faire progresser leur économie, et ils ont cette idée qu'une monnaie forte est absolument indispensable. Nous, les Allemands, nous sommes habitués à exporter avec une monnaie forte, le Deutsche Mark. Et nous avons réussi. Donc d'autres pays peuvent aussi réussir. Et c'est pourquoi la politique monétaire ne peut consister à affaiblir l'euro par rapport à d'autres monnaies, mais plutôt à faire des efforts pour être compétitif. Car un euro fort signifie que l'épargne des gens a réellement de la valeur. Le rôle de la politique n'est pas d'appauvrir les gens. Découvrez le nouveau billet de 5 €. L'Allemagne, elle veut un euro fort, mais un euro fort, c'est uniquement un euro que son économie à elle peut soutenir, qui n'est pas compatible avec l'économie des pays du Sud. Ce qui signifie que, par exemple, pendant la crise, moi, je veux bien protéger l'euro, mais il faut aussi voir si les États du Sud, comme j'ai dit tout à l'heure, peuvent bien soutenir un euro aussi fort à la mesure de l'économie allemande. Examinez le filigrane. Inclinez le billet pour voir l'hologramme et le nombre émeraude. Regardez de plus près. L'euro, notre monnaie. Inégalité des pays face à l'euro, création monétaire compliquée, inflation taboue. L'Europe est-elle en train de se disloquer? Comment inverser le mouvement?
qu'il faut absolument de la croissance économique. On ne se désendettera pas sans croissance économique. Croissance au sens large, c'est-à-dire c'est une croissance nominale, à la fois de la croissance réelle et puis aussi un peu d'inflation. On a besoin de cette croissance économique pour se désendetter, pour réduire notre déficit, voire réduire notre dette. Mais il faut aussi faire des efforts en termes de ne pas laisser complètement exploser les dépenses publiques et évidemment éviter de trop monter les recettes publiques, mais les monter quand même aussi. La croissance, ça c'est la meilleure piste. Ce qui explique qu'on ne pourra pas rembourser, parce qu'il n'y a pas de croissance. Et c'est un effet boule de neige. Il n'y a pas de croissance parce qu'il y a de la dette. Il y a de la dette, donc il n'y a pas de croissance. Donc on ne pourra pas rembourser la dette. Donc la dette s'accroît mécaniquement. Il n'y aura pas de croissance. Il ne faut pas se leurrer. C'est fini, la croissance. C'est terminé. Il faut être fou, aveugle et sourd pour croire que la croissance va être au rendez-vous. Je veux dire, on constate qu'il faut mettre de plus en plus de dettes dans le moteur, en fait, pour que la croissance revienne. C'est ce qu'on a fait ces 30 dernières années. Pour avoir une croissance qui, en moyenne, ces 30 dernières années, était 2%, on a dû s'endetter toujours tenter plus. Donc, s'imaginer qu'avec la croissance, on va réduire la dette, en fait, c'est l'inverse. Pour avoir la croissance, on va devoir s'endetter encore plus. Donc, ça ne marche pas. Moi, je pense que c'est fini, là. Je pense que c'est assez simple, là, ce qu'il faut faire. On le voit, ce qu'il faut faire. On le sait, ce qu'il faut faire. Il faut revenir au traité de Maastricht. Après tout, puisqu'on a signé ce traité. C'est un traité qui était pour 60% du PIB, pas plus. Et ces 60%, ils avaient été calculés avec une croissance à 3%. D'accord ? Donc ça voulait dire qu'on savait qu'on pouvait tenir les 60%, à condition que la croissance soit de 3%. Sinon, on ne pouvait pas tenir les 60%, et c'est ce qui s'est passé. Sinon, la dette allait croître de façon phénoménale. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, alors, c'est pas compliqué. Pour revenir au traité de Maastricht, il faut que la dette au-delà de 60% soit restructurée, au moins qu'elle devienne collective. Hein. C'est-à-dire que pour les Portugais, pour les Grecs, pour les Français, pour les Allemands même, tout ce qui est au-delà de 60%, c'est le pot commun. C'est toute l'Europe qui garantit cette dette. Donc les marchés nous foutent la paix. C'est fini, désormais. Et les gens pourront recommencer à respirer. Et pourquoi pas ? Unis pour le meilleur et pour le pire. Dette de tous les pays européens, unissez-vous. Puisque nous avons une seule monnaie dans la zone euro, nous devrions avoir un seul taux d'intérêt, un seul prix de la monnaie, et donc par conséquent, nous devrions avoir qu'une seule dette publique commune. Alors, on a commencé à réfléchir à ça à travers le mécanisme européen de stabilité. Mais ce n'est vraiment qu'un embryon. Il faudrait être capable de lever une dette publique commune. De mon point de vue, on oublie toujours, ou du moins on masque le fait que nous nous trouvons seulement dans une union monétaire et pas dans une union politique. Si on souhaite que l'Europe développe une communautarisation plus forte, alors on doit suivre la voie correcte vers une union fiscale. Avoir une politique commune de la dette, un vœu pieux ? Pourquoi est-ce si difficile ? Il faut savoir que la contribution de l'Allemagne représente presque un tiers du budget de la zone euro, alors que la contribution de la Grèce n'en représente qu'à peine 2,5%. Comment des pays aussi différents économiquement peuvent-ils s'accorder entre eux ? Dans une union monétaire, les régions les plus productives, ou plutôt dans le cas de la zone euro, les pays les plus productifs, deviennent encore plus productives et plus riches, tandis que les régions moins productives deviennent encore plus pauvres. L'Italie du Sud était en train de s'industrialiser jusqu'à l'unification du pays, vers 1870. Après l'unification,
Si vous étiez un investisseur italien, pourquoi continuer à investir dans le Sud alors que vous pouviez faire plus de profits en investissant à Milan et dans le nord de l'Italie? Le Sud est donc devenu de plus en plus pauvre et les Italiens ont dû faire ce qu'ils continuent à faire maintenant, envoyer régulièrement de l'argent dans le Sud. Pas prêter, mais donner de l'argent. À l'époque, la grande Casa del Mezzogiorno, le Fonds pour l'Italie du Sud, a envoyé des dizaines de milliards de dollars sur plus d'un siècle. C'était sans fin. Les provinces les plus riches doivent envoyer de l'argent aux provinces plus pauvres. Pas prêter de l'argent, mais donner. Une idée séduisante. Mais malheureusement, selon le traité de Maastricht, chaque pays doit assumer seul sa propre dette. L'Europe est loin d'être une union solidaire. L'Allemagne devrait se montrer moins arrogante. Si nous nous sortons aussi bien de cette crise, ce n'est pas seulement grâce à nous, c'est aussi grâce à l'impact négatif de la crise sur les autres pays. Donc l'Allemagne devrait aider beaucoup plus les pays en difficulté, avec des plans d'investissement écologiques ou sociaux, pour qu'ils puissent s'en sortir plus rapidement. Nous n'avons pas été assez loin. Nous n'avons pas partagé suffisamment les avantages que nous avons tirés de la crise. Nous avons stabilisé le système bancaire dans ces pays, mais nous n'avons pas aidé suffisamment les gens et leur économie. Et nous n'avons pas pu empêcher la population d'Europe du Sud de cesser de croire au rêve européen. La zone euro était créée pour que, quel que soit l'endroit où on habite dans la zone euro, l'argent soit le même. C'est-à-dire qu'on ait la même façon de se financer, le même prix pour investir, la stabilité monétaire, c'est aussi d'abord avoir le même taux d'intérêt auquel on a le droit d'emprunter pour investir. Eh bien, c'est ça qui est mort en mai 2010, quand on a abandonné la Grèce, ou quasiment à elle-même. Et les conséquences sont dramatiques. En Espagne, en Italie, les taux d'intérêt qui sont appliqués aux entreprises sont presque ceux, au fond, qu'on aurait si ces pays ne faisaient pas partie de la zone euro. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est terrible, puisqu'ils font les efforts, ils essayent de coller au traité de la zone euro en termes de finances publiques, mais ils n'ont pas les bienfaits que devrait apporter la zone euro, c'est-à-dire des taux d'intérêt identiques à ceux qui sont appliqués en France, en Espagne, en France, en Allemagne ou dans le nord de l'Europe. Les inégalités se creusent entre les pays et les marchés financiers spéculent contre les pays de la zone euro en difficulté. Pour éviter cela, le nouveau patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, annonce de nouvelles mesures qui vont tout changer. L'euro est irréversible. Nous allons faire tout notre possible, quoi qu'il en coûte, dans le cadre de notre mandat, pour avoir dans la zone euro une politique monétaire commune pour maintenir la stabilité des prix et sauver l'euro. Toute peur que l'euro puisse s'écrouler est donc sans fondement. Et nous sommes pleinement dans notre rôle en prenant ces mesures. Merci. À l'automne 2012, la zone euro n'existe quasiment plus. Et là, Mario Draghi va prendre la bonne décision. Il va dire, écoutez, il n'existe pas de possibilité de dissocier ou de discriminer les pays de la zone euro. Moi, patron de la Banque centrale européenne, j'assurais à tous les pays de la zone euro, quelle que soit leur situation, le financement maximum pour qu'ils puissent rester dans la zone euro. Il n'existe pas, à mes yeux, en tant que patron de la Banque centrale européenne, de différence entre l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Tout le monde a droit au même taux d'intérêt. Et si vous n'êtes pas, vous les marchés financiers, capables de donner ce taux d'intérêt-là, eh bien moi, en tant que Banque centrale européenne, je le donnerai à ces pays-là. Et à ce moment-là, du fait de la puissance de feu de la Banque centrale européenne, quand il fait cette annonce-là, les marchés financiers plient. Ils savent qu'ils ont perdu, que le plus fort dans l'histoire, c'est la Banque centrale européenne, parce qu'elle est, pour la première fois d'ailleurs, prête à créer de l'argent, si nécessaire, pour traiter à égalité tous les pays de la zone euro. Lorsque Mario Draghi annonce qu'il se porte garant des dettes des pays en difficulté,
Il est accusé d'être en contradiction avec les traités européens et se heurte à de fortes résistances. L'Allemagne voulait bien abandonner son Deutschmark pour créer l'euro, mais avec comme garantie que la stabilité de la monnaie serait tout aussi forte avec l'euro qu'elle l'avait été avec le Deutschmark. En donnant la possibilité à la Banque centrale européenne de créer de l'argent, de prêter aux États, eh bien, on remet en question, d'une certaine façon, cette stabilité monétaire à tout prix qui a été voulue par l'Allemagne et qui est inscrite dans sa loi constitutionnelle. Un certain nombre de parlementaires de droite, conservateurs allemands, vont faire un recours devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en disant « Ce qui est en train de faire la Banque centrale européenne est en contradiction avec notre loi constitutionnelle qui assure la stabilité monétaire en interdisant le prêt de la Banque centrale à l'État. » La démarche de ces parlementaires est soutenue par une partie de l'opinion allemande, qui considère que si l'euro a été sauvé, c'est en grande partie grâce à l'argent allemand. Mais la Cour de Karlsruhe ne se prononce pas et décide de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice européenne. Une affaire à suivre. Résoudre la crise de dette publique, c'est aller vers plus de solidarité. Et c'est peut-être pour l'Europe revoir et réécrire ses traités fondateurs. Mais en attendant, est-ce qu'on ne pourrait pas effacer la dette, tout simplement? Je pense qu'une annulation générale des dettes serait une bonne chose. Il y a de nombreux précédents dans l'histoire et récemment, des régimes ultra-conservateurs comme l'Arabie saoudite, le Koweït et peut-être le Bahreïn l'ont fait en secret pour éviter les troubles sociaux. Et c'est la première chose qu'ils ont faite pendant le printemps arabe. La prospérité allemande actuelle repose sur l'annulation des dettes d'après-guerre. Et c'est amusant de constater que l'Allemagne est si peu encline à renégocier les dettes des pays comme la Grèce, considérés comme des coupables, alors que ses propres dettes ont toutes été annulées après la Seconde Guerre mondiale. C'est cette liberté qui a permis le boom économique allemand. Je ne suis pas d'avis d'octroyer aux pays en crise une remise de dette, car ce ne sont pas des pays pauvres. Dans tous ces États, il y a une richesse privée importante, comme en Allemagne. Et dans ces pays, la richesse privée doit aussi apporter sa contribution pour réduire la dette publique. Donc, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale et la lutte en faveur d'un impôt sur la fortune sont essentielles. Ce n'est pas à l'État de payer la facture de la crise. Qui a profité de l'économie de la dette ces 30 dernières années? Les patrimoines. Puisqu'en fait, la dette est telle que l'intérêt va à ceux qui prêtent, et ceux qui prêtent, ce sont ceux qui ont, c'est-à-dire le patrimoine. Aujourd'hui, les Européens disposent d'un patrimoine global accumulé de 60 000 milliards d'euros. C'est la taille du magot sur lequel les Européens sont assis. Petit détail, c'est que 1% des Européens possèdent 25% de ce magot. 10% des Européens, les 10% les plus riches, possèdent 60% de ce magot. Et, rassurez-vous pour eux, chaque année, grâce à la dette, ils s'enrichissent. Parce qu'évidemment, c'est eux qui reçoivent le principal et les intérêts. Et donc, la logique voudrait que le problème de la dette financière soit réglé, en tout cas pour ce qui est de sa composante publique, la dette publique, soit réglé par un impôt sur le patrimoine. C'est même le FMI qui le dit. Et donc, faisons finalement subir un prélèvement exceptionnel de crise à ceux qui ont bénéficié finalement des années folles de l'endettement. Autrement dit, allons prendre dans leur poche droite de quoi leur rembourser dans les poches gauches, c'est-à-dire c'est une autre manière d'annuler la dette. Faire payer les gros patrimoines, d'accord, mais comment faire?
l'impôt progressif sur le patrimoine permet de faire la même chose que l'inflation, c'est-à-dire de réduire les patrimoines privés de façon à rembourser les dettes publiques, mais on peut le faire en épargnant les patrimoines les plus modestes et en demandant davantage aux patrimoines les plus importants. L'impôt sur la fortune, ça marche très bien, ça fonctionne, mais les très riches, ils ne payent pas. Il faut voir aussi le nombre de gens qui habitent maintenant en Belgique. Il n'y a pas que Depardieu ou Holiday. Ce sont des centaines et des centaines de gens, et ce n'est pas des gens comme vous et moi qui font se faire domicilier en Belgique ou ailleurs, dans tous les États où il n'y a pas d'ISF. L'impôt progressif sur le capital, l'inconvénient, c'est que c'est difficile à faire tout seul, en tout cas pour des petits pays. Donc prenons le cas de la Grèce. On demande aujourd'hui à la Grèce de faire payer plus d'impôts à ses contribuables fortunés. Ce qui est une bonne idée, parce que le système fiscal grec n'est pas merveilleux, et il y a des contribuables fortunés en Grèce qui souvent ne payent pas beaucoup d'impôts. Le seul problème, c'est que si on demande à la Grèce toute seule de faire ça, elle a beaucoup de mal, parce qu'il suffit à un riche grec de cliquer sur un bouton pour envoyer son portefeuille financier, typiquement dans une banque française ou dans une banque allemande. Donc si on laisse la Grèce toute seule essayer d'avoir un système fiscal juste et efficace, elle n'y arrivera pas si on n'a pas en même temps une coordination fiscale très forte, avec des transmissions automatiques d'informations bancaires permettant de savoir qui possède quoi où, au moins dans l'espace de la zone euro. L'Europe est restée longtemps impuissante face à l'évasion fiscale. Aujourd'hui, elle prend enfin des mesures et impose la transparence. Les champions du secret bancaire, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg, ont donné leur accord. La finance, c'est un serviteur, doit être un serviteur, mais ne doit en aucun cas être le maître. La finance est un moyen, mais n'est pas l'objectif. Que l'activité bancaire soit essentielle au fonctionnement de l'économie, c'est évident. C'est évident. Mais je vais prendre un parallèle un petit peu biologique. Il est évident que vous avez besoin de globules blancs, de globules rouges dans votre sang, mais si les globules blancs devaient se mettre à proliférer de manière incontrôlée, ce serait mauvais pour votre santé. Mais lorsque la croissance devient un but en soi, ce que vous avez, en termes biologiques, c'est un cancer. Et un cancer, ça tue. Et donc, lorsque vous avez un secteur financier qui est obsédé par une seule chose, c'est la croissance principalement de ses profits, mais sa croissance en taille, eh bien, ce secteur financier peut en arriver à étouffer la société. Au fond, on devrait avoir des économistes comme des comptables, quoi, comme des dentistes. Hein, j'ai parlé de dentistes qui vont faire décider de l'avenir de la nation. Ils sont des gens formidables, surtout quand on a mal aux dents. Mais bon, à partir de là, on va leur demander d'être des techniciens. On ne leur demande pas d'être des idéologues. C'est-à-dire qu'on a construit une morale autour de l'économie qui est une morale extrêmement dure, hein, très dure. C'est une morale très difficile à vivre. La vie est très violente avec le capitalisme. Elle est très, très violente. Même si on ne s'égorge pas dans les coins des rues, mais ça veut dire qu'on prépare une souffrance perpétuelle des gens. Et tu es dans la culpabilité, tu es dans la dette, tu es dans le devoir. Et ça, c'est les économistes qui ont créé ce type de société. À partir du moment où vous associez culpabilité et dette, forcément vous jouez le jeu des économistes parce que vous présentez la vie comme une série de transactions économiques. Or, c'est faux. La vie est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une série d'engagements que nous avons les uns envers les autres, qu'on ne peut et qui ne doit pas être quantifiés. Aujourd'hui, la dette, l'économie et la finance envahissent nos esprits. Nous sommes tous pris dans cette machine dette. La dette, son emprise et ses dictates se sont insinués dans nos rapports aux autres et dans notre vie. Mais elle n'est pas la vie. Et nous devons apprendre à nous en libérer.